Parfait. Ben, on va pouvoir débuter. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin pour cette première remise des attestations, stationnement éco-responsable hors Montréal. Je m'appelle Emmanuel Rondia, je suis directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal. On est très heureux de se réunir aujourd'hui, à peu près un an après le début de cette seconde phase de la démarche stationnement éco-responsable qui nous amène à sortir de l'île de Montréal et à travailler avec 4 autres conseils régionaux. C'est vraiment, cette remise d'attestation, c'est un jalon aussi dans la démarche et dans notre volonté de l'étendre de plus en plus à l'échelle du Québec. Je veux remercier en fait d'ores et déjà les 4 CRE qui nous accompagnent dans cette aventure, donc le CRE de Laval, le CRE de Montérégie, le CRE de Capitale-Nationale et le CRE de Centre du Québec. Merci aux équipes, à chacune des équipes des organismes qui ont collaboré, entre autres avec mon collègue Romain Coste qui coordonne la démarche pour faire atterrir cette seconde phase de la campagne. On le sait, c'est sûr que le stationnement a un rôle clé en matière d'aménagement du territoire, en matière de mobilité, en matière de réduction, résilience de nos milieux de vie, de nos milieux de travail, de réduction des émissions de GES. C'est aussi un outil assez fort pour poser des changements et poser des gestes forts en matière d'aménagement. On peut penser à la réduction de l'auto-solo, à la promotion du transport collectif, du transport actif, à toute la question de la réduction des îlots de chaleur, la question de la gestion durable des eaux pluviales. Donc, beaucoup de domaines au cœur de l'actualité alors qu'on est en pleine urgence climatique et où on travaille beaucoup partout à augmenter la résilience de nos communautés. On va le voir aussi dans les projets qui vont être présentés et attestés un peu plus tard aujourd'hui, qu'on peut agir vraiment à différents niveaux et sur différentes thématiques quand on pense au stationnement, que ce soit dans la gestion ou dans l'aménagement de ces aires actuellement encore beaucoup trop minéralisées. La démarche stationnement éco-responsable, puis mon collègue Romain Coste aura l'occasion de vous en parler plus longuement tout à l'heure, s'inscrit aussi dans une réflexion plus large que le CRE Montréal, entre autres, porte sur la question de la réglementation. En fait, qui porte sur le stationnement, mais intègre la question de la réglementation. Donc, on travaille via une collaboration avec la Ville de Montréal, justement, sur une recension des meilleures pratiques innovantes en matière de réglementation en lien avec la transition écologique, qui va aussi, pour nous, est comme un autre axe et une autre façon de faire bouger les choses en matière d'aménagement et en matière de transformation, d'amélioration en fait, de la qualité de nos milieux de vie et de nos milieux de travail. Donc, les résultats seront connus prochainement, puis ils pourront très facilement être partagés à d'autres municipalités. Je veux remercier, c'est sûr, les municipalités qui ont déposé une candidature dans le cadre de cette première ronde. Remercier aussi le comité d'experts qui ont mis du temps pour l'analyse des candidatures, qui ont accompagné aussi Romain dans la réflexion de Romain et les autres partenaires dans la refonte de la grille de critères et d'analyse. Donc, merci beaucoup à vous. J'espère aussi que les projets, on n'a pas de projet dans chacune des régions cette fois-ci, mais j'espère que pour la prochaine ronde, on pourra avoir une panoplie, une diversité de projets qui vont tirer inspiration des nouveaux attestés d'aujourd'hui. Et enfin, je voudrais remercier, c'est sûr, le gouvernement du Québec pour le soutien qui nous permet, dans le cadre du programme Action Climat, en fait, de mener cette démarche-là, très importante pour nous et pour l'ensemble des CRE qui sont partenaires. Et donc, je passerai la parole à Claudia Benicelli du ministère de l'Environnement et de la lutte sur les changements climatiques pour nous dire quelques mots. Donc, Claudia, je te passe la parole. Merci, Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui, d'accord. Alors, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin au nom du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On est très fiers, en fait, de soutenir la campagne stationnement éco-responsable dans le cadre du programme Action Climat Québec.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un programme qui vise à mobiliser les organisations, les citoyens, les citoyennes dans la lutte contre les changements climatiques en soutenant des initiatives de la société civile, donc d'organisations comme les conseils régionaux de l'environnement. Et le ministère accompagne, soutient la campagne Stationnement éco-responsable parce qu'elle rejoint les objectifs du plan pour une économie verte 2030 en s'attaquant à la lutte contre les changements climatiques et puis en traitant d'un enjeu qui n'est pas facile, les stationnements, qui est souvent l'angle mort de l'aménagement et de l'environnement. Donc, personnellement, je trouve le projet vraiment intéressant parce qu'il s'attaque à la lutte contre les changements climatiques à la fois sous l'angle de l'adaptation au changement climatique, comme le disait Emmanuel, en atténuant le phénomène d'îlots de chaleur urbain avec des aménagements qui vont permettre une gestion plus durable des eaux pluviales, mais aussi c'est un projet qui permet une certaine réduction des émissions de GES en essayant de repenser, de réévaluer les besoins en espace de stationnement, puis en intégrant des mesures qui vont favoriser un transfert de modes comme la marche, le vélo et la réduction de l'auto-solo. Bref. Alors, c'est un projet pour lequel on est très enthousiaste au ministère. Et on remercie les partenaires qui le mettaient en œuvre et qui l'appliquaient, qui travaillaient pour réduire les effets néfastes des stationnements. On vous encourage à poursuivre et à vous rendre le plus loin possible dans la démarche. Donc, félicitations aux récipiendaires des nouvelles attestations. J'espère que vos exemples vont servir de modèle à d'autres et vont rayonner à travers le Québec. Alors, je félicite tout le monde qui est impliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudia. Merci d'être présente avec nous ce matin et merci beaucoup au gouvernement du Québec de nous soutenir dans cette démarche qui nous a permis cette année de, comme on le disait, agrandir la démarche stationnement éco-responsable à 4 nouvelles régions. Je m'appelle Romain Coste, je suis coordonnateur transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal et je coordonne la démarche stationnement éco-responsable depuis son lancement en 2017 à Montréal. Je suis sûr que vous avez toutes et tous hâte de découvrir nos nouveaux attestés, cette fois-ci en dehors de l'île de Montréal pour la première fois. Donc, vous allez avoir l'occasion, durant l'heure et demie qui s'en vient, de découvrir ces nouveaux attestés et d'échanger aussi avec les représentants de ces attestés. Donc, à la fois à travers un panel, donc avec quelques questions dirigées, puis ensuite, on va vous laisser la parole si vous avez des questions à leur poser. Donc, tout cela sera animé par mes collègues des CRE de la capitale nationale, du centre du Québec, de Laval et de la Montérégie. Mais avant de passer au cœur du sujet, l'attestation, je vais vous faire un très bref survol de la démarche stationnement éco-responsable. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà un peu la démarche, donc on va le faire de façon assez rapide. Donc, la démarche stationnement éco-responsable, comme je vous ai lancée en 2017, vise à accompagner autant les propriétaires et gestionnaires d'aires de stationnement, les promoteurs, mais aussi les professionnels de l'aménagement et les municipalités, que ce soit les fonctionnaires ou les élus municipaux, dans les projets de stationnement, d'une part. Donc, c'est ça, les projets de stationnement, c'est quelque chose qu'on a lancé donc, en 2017 avec la démarche. Et on a un deuxième volet qui vient s'ajouter, comme le disait mon collègue Emmanuel, au niveau de la réglementation municipale depuis un an. On travaille fort sur ce volet-là pour amener des outils aux municipalités pour faire évoluer leur réglementation au niveau du stationnement, mais de façon aussi plus large sur l'aménagement extérieur des propriétés, donc qui va toucher aussi le verdissement des terrains, la plantation d'arbres et ce genre de thématiques. Donc au niveau de la démarche,
C'est tout un accompagnement qu'on offre nos 5 CRE, d'une part pour sensibiliser sur les enjeux qu'on a autour de ces grandes aires de stationnement et bien comprendre ces enjeux-là et savoir comment agir sur ces enjeux-là. Outillé également, vous le verrez un peu plus tard, on a un site web qui regroupe une multitude d'informations et d'outils qui vous permettent de réaliser vos projets de stationnement. On vous accompagne également dans ces projets de stationnement, par exemple en s'appuyant de la grille de critères, en vous aidant justement à aller dans cette grille de critères, puis essayer d'intégrer le maximum d'aménagements possibles dans vos projets et de vous mettre en lien aussi avec les experts ou les professionnels qui vont vous aider à réaliser cet ensemble. Puis, ce pourquoi on est là aujourd'hui, récompenser et faire rayonner ces projets-là, ces aménagements, donc à travers l'obtention de l'attestation stationnement éco-responsable et après la promotion de ces projets-là sur notre plateforme web et dans nos différents réseaux. Donc, pour résumer un peu les critères de l'attestation, donc effectivement, cette année, ils ont été un peu révisés, mais ils reflètent toujours cet ensemble de stratégies, réduire, transférer et améliorer. Donc, quand on parle du stationnement, c'est vraiment ces 3 stratégies-là qu'il nous faut suivre et dans cet ordre. Donc, d'abord, on cherche à réduire au maximum l'offre en stationnement et les besoins en stationnement. Ça implique une planification en amont avant même de se demander comment on va aménager le stationnement. On se pose la question de savoir, est-ce qu'on en a besoin d'autant et est-ce que la manière dont on veut l'implanter est la plus optimale. Donc, ça veut dire de bien comprendre ses besoins, par exemple à l'aide de plans de gestion de déplacement, la localisation aussi éco-responsable, le fait de se localiser près de transports collectifs ou du transport actif permet de réduire les besoins en stationnement. Donc, tous ces éléments-là, on les pense en amont et aussi le choix du type de stationnement. Des fois, on va avoir du stationnement de surface qui va être amélioré, mais pour les plus grandes aires de stationnement, peut-être que la stratégie la plus optimale à suivre va être de réduire le stationnement d'une part et de le mettre plutôt en intérieur, étagé ou souterrain et de redévelopper les anciens terrains de stationnement de surface. Donc, ça varie vraiment selon les projets, le contexte dans lequel on s'inscrit. Puis ensuite, on vient essayer de transférer au maximum vers d'autres modes de transport plus durables. Donc là, ça peut se faire à la fois par des programmes, par exemple des incitatifs financiers aux alternatives à l'auto-solo, mais aussi par des aménagements sur le stationnement et sur la propriété de façon générale pour encourager ces modes de transport. Et une fois qu'on a fait cet ensemble-là, donc on est vraiment venu réduire au maximum les besoins en stationnement, là, on va venir améliorer l'intégration du stationnement qui reste. Et donc, pour le stationnement de surface, ça veut dire d'essayer de verdir au maximum, de gérer autrement l'eau pluviale et toute une panoplie d'actions à ce niveau-là pour enfin arriver à la fin à promouvoir les actions qu'on a posées. Donc, ça passe à la fois par la remise de l'attestation, la promotion de ces projets, mais aussi par les attestés eux-mêmes qui peuvent poser des actions, soit de communication sur les projets qu'ils ont réalisés et même sur les stationnements avec, comme on a l'exemple ici, des panneaux pédagogiques dans le stationnement pour sensibiliser le public de façon large aux actions qui ont été posées, comprendre les enjeux et les solutions derrière ces projets-là. Donc, on obtient une grille avec une multitude de critères qui sont répartis en 3 grandes catégories qui reflètent justement ces stratégies: réduire, transférer, améliorer. Donc, la première qui est planifier le projet et les besoins. Donc là, comme je disais, c'est tout le volet de la localisation, les incitatifs financiers, le type de stationnement, ce genre de choses qu'on pense en amont et qui, quand on dépose une candidature à l'attestation, sont un peu des prérequis dans les projets. Donc, c'est-à-dire que c'est des éléments qui sont vraiment regardés en premier et qui doivent absolument être validés, être remplis correctement pour pouvoir recevoir l'attestation. Les 2 autres catégories, donc encourager la mobilité durable et améliorer l'aménagement, eux sont plus des critères qui sont vraiment dans l'aménagement du stationnement en tant que tel et eux se traduisent dans la grille de critères par des nombres de crédits
à obtenir. Et donc, on a une grille au total de 115 crédits d'aménagement à obtenir dans ces deux catégories. Et donc, pour se qualifier à l'attestation stationnement éco-responsable, un projet doit obtenir d'une part l'ensemble des prérequis, mais aussi un score minimal de 50 crédits sur les 115 que contient la grille pour atteindre le premier niveau de l'attestation. Puis ensuite, on retrouve deux niveaux au-dessus, donc à partir de 70 crédits, le niveau performance, et à partir de 90 crédits sur 115, le niveau excellence. Donc là, on a ça dépend du degré d'aménagement du stationnement et le score qu'il va atteindre. Si vous n'avez pas de projet de stationnement actuellement en cours ou que vous allez peut-être en débuter un bientôt, vous avez également la possibilité de vous engager dans la démarche. Et pour ça, on vous met à disposition sur le site web de l'attestation un formulaire d'engagement que vous pouvez remplir, signer et nous retourner par courriel. Et donc, le fait de s'engager, donc, vous pouvez dire je ne refais pas tout de suite mon stationnement, mais je sais que dans les prochaines années, je vais devoir le refaire et je m'engage quand je vais refaire justement mon stationnement, à atteindre au minimum le premier niveau de l'attestation, donc le niveau mérite. Et en signant ce formulaire d'engagement, nous, on vous met en valeur justement dans les événements comme ça de reconnaissance ou les différents webinaires et activités qu'on peut faire pour souligner votre engagement dans la démarche. Tous ces critères, comme on le disait, n'auraient jamais vu le jour sans notre magnifique comité d'experts. Donc, vous voyez là sur l'écran un comité d'experts très varié qui nous permet justement de répondre à l'enjeu, à tous les enjeux du stationnement. Et vraiment un comité d'experts très dévoué, très impliqué dans la démarche stationnement éco-responsable, et je les remercie infiniment. Et donc, ce comité d'experts, en fait, a deux rôles principaux. D'une part, il nous aide à monter cette grille de critères et à l'améliorer au fur et à mesure. Mais aussi, c'est ce comité d'experts qui regarde les candidatures qui sont déposées à l'attestation et qui prend la décision finale de remettre ou pas l'attestation en étudiant en détail les candidatures. Donc, les projets qui vont recevoir l'attestation aujourd'hui vont passer ce processus via le comité d'experts. Donc, pour conclure un peu tout ça, si vous voulez avoir plus d'informations sur la démarche, sur les critères, sur les différentes activités qu'on organise, donc je vous invite à visiter la plateforme en ligne stationnement-écoresponsable.com, donc qui regroupe vraiment l'ensemble des informations que vous pouvez utiliser pour vos projets, différents guides, les événements qu'on organise, également nos contacts. Donc, n'hésitez pas à aller contacter les chargés de projet de chacune des régions qui peuvent vous accompagner autant dans vos projets de stationnement que dans la réglementation. Et comme je le disais, des outils à ce niveau-là vont s'en venir aussi dès 2022. Et donc, restez aussi à l'affût des activités qu'on va avoir l'année prochaine. On va organiser quelques webinaires thématiques qui vont passer un peu à travers l'ensemble de cette grille de critères pour bien expliquer comment elle a été montée et comment justement répondre à ces critères. On va également avoir des visites terrain de stationnement dans chacune des régions. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire en présentiel. Et bien évidemment, les événements de reconnaissance à venir. Et je vous encourage à réaliser des stationnements éco-responsables et poser une candidature pour peut-être dans les prochains événements de reconnaissance recevoir l'attestation stationnement éco-responsable. Donc voilà, ça fait le tour bref de la démarche stationnement éco-responsable. Je vais céder la parole à ma collègue Ariane Lefebvre du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec qui va démarrer la remise des attestations de ce matin. Puis moi, je vous retrouve à la fin de notre événement pour un petit mot de clôture. Donc Ariane, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Romain, pour la belle introduction puis pour l'organisation de l'événement. Donc, oui, je suis Ariane Lefebvre, chargée de projet en changement climatique au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. On est vraiment content que
l'attestation soit rendue maintenant à l'extérieur de Montréal parce qu'on a des très beaux exemples inspirants d'aménagement éco-responsable, même en région plus rurale comme le centre du Québec. Puis aujourd'hui, vous allez voir un super beau exemple, un bel exemple de stationnement éco-responsable. Puis on est très fiers aujourd'hui de pouvoir remettre la première attestation stationnement éco-responsable au centre du Québec. Il s'agit du stationnement Pierre-Laporte de la ville de Victoriaville. Et je trouve que c'est vraiment un beau projet parce que pour l'avoir vu avant et après, c'était un stationnement traditionnel, gris, qui a été transformé en un espace vert, convivial, sécuritaire. Je suis allée cet été pour aller faire des emplettes au centre-ville, puis on stationne notre voiture sur un pavé alvéolé ou en tout cas, c'est un pavé drainant, c'est entouré de végétation, c'est beau. Puis, c'est autant sécuritaire et convivial, autant pour les automobilistes que pour les piétons, les cyclistes et même les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est vraiment un beau projet. On est fiers de remettre l'attestation aujourd'hui à la ville de Victoriaville pour son stationnement exemplaire qui lui permet de recevoir l'attestation au niveau performance. Donc, félicitations encore. Je vais maintenant laisser la parole. En fait, avant de donner la parole à la responsable, je vais vous laisser regarder quelques photos du stationnement. Donc, ça devrait rouler dès maintenant. Ça ne sera pas très long. Donc, félicitations encore à la ville de Victoriaville pour son attestation au niveau performance. Je vais maintenant laisser la parole à Mme Caroline Gazal, qui est coordonnatrice au service de la gestion du territoire et du développement durable à la ville de Victoriaville. Oui, merci beaucoup. On est très fiers à la ville de Victo d'avoir développé ce beau stationnement-là. Donc, merci de cette attestation. 87, assez fiers du pointage. Ce que je voulais vous mentionner, grosso modo, c'est vraiment le volet collaboratif là, du projet. Premièrement, le projet du stationnement Pierre-Laporte, il y a eu une belle collaboration avec Nature Québec. Donc, au niveau des premiers concepts, de voir un peu voir autrement, donc ils nous ont apporté beaucoup de leur côté là, en regardant là, les différentes options qu'on avait. On avait un beau terrain de jeu, c'était un stationnement désuet, donc il fallait vraiment trouver là, une façon différente de faire les choses. Puis je pense que le conseil municipal était prêt aussi à financer ce projet-là. Donc, on a eu un appui là, super important là, des élus. Ce qui était bien puis différent peut-être des autres projets, c'est la consultation. Donc, on a vraiment fait plusieurs consultations, surtout avec les commerçants. Donc, dans le fond, on veut un stationnement convivial et puis on voulait présenter aux commerçants le projet. Donc, déjà, les premiers concepts ont été présentés. On a eu leurs commentaires, leurs besoins. Ensuite, au niveau de la conception finale, ça a été représenté aussi aux commerçants. Avant les travaux aussi, au niveau de la logistique, parce que là, on fermait une partie du stationnement pour que les commerces puissent continuer à être ouverts. Donc, il y a eu vraiment, là, autant en amont là, que pendant la démarche, vraiment des
des allées et venues là, entre les commerçants et la ville. Il y a eu aussi une consultation qui a été faite justement par Nature Québec et l'équipe à la ville. Donc, on voulait consulter aussi les utilisateurs du stationnement, les citoyens de Victoriaville. Donc, on a eu un kiosque pendant l'été qui a été vraiment pour avoir les commentaires des citoyens. Donc, c'était vraiment lors de l'avant-projet du plan concept. Puis, il y a eu une belle collaboration de tous les services aussi de la ville de Victo, autant le génie que les travaux publics, parce qu'ils ont des défis là, au niveau du déneigement, de l'entretien, au niveau de l'urbanisme, le patrimoine, les pompiers aussi, là, tout le volet sécurité, pour avoir accès facilement au commerce en cas de feu ou autre. Le service du génie, bien sûr, là, qui a chapeauté là, du début à la fin pour tout ce qui est infrastructure souterraine au niveau du génie civil. Donc, il était là et la division développement durable aussi, bien sûr. Donc, on s'est vu souvent, on s'est vu sur le terrain, on est allé le marcher, on a vu un peu les problématiques, puis vraiment, ça a fait un stationnement qui a passé très facilement au niveau de la population. Tout le monde est content du final, là, de ce qu'il est aujourd'hui, le stationnement. Donc, ça a été vraiment une démarche vraiment intéressante, différente qu'on a fait pour ce stationnement-là. Et il y en aura des prochains. C'est sûr que là, au niveau des coûts, c'est un défi. Donc là, on a des gros projets présentement à Victo, donc ça va aller peut-être dans quelques années, mais c'est sûr qu'on s'en va vers ça là, pour tous les stationnements futurs là, qu'on va restaurer à la ville de Victoriaville. Alors, ça résume un petit peu là, la démarche au niveau du stationnement. Merci, Mme Gazal. En tout cas, c'est vraiment un bel exemple pour commencer la démarche là, au Centre du Québec. Je pense que votre stationnement va pouvoir en inspirer d'autres. Alors, je vous remercie. Puis, je vais maintenant passer la parole à Judith Lavoie du CRE de la Montérégie. Bonjour, merci Ariane. Merci Victoriaville aussi pour ce bel exemple. Donc, je suis chargée de projet en mobilité durable en Montérégie. Puis, en fait, j'ai une approche différente d'Ariane. Moi, je vous tiens en haleine un peu plus longtemps pour savoir c'est qui les finalistes. Mais en fait, je voulais juste parler un peu pourquoi le CRE Montérégie s'implique dans cette démarche. Avec cette démarche, on a fait aussi le portrait de la Montérégie des stationnements pour en dénombrer 2344 aires de stationnement qui sont plus de 20 places en Montérégie. Puis ça, en plus, ce n'est pas un inventaire exhaustif, puisque c'était aussi difficile d'avoir les données des stationnements résidentiels comme des complexes de condos ou d'appartements. Sur ces 2344 stationnements, on en a 282 qui sont plus de 200 places et 60 qui sont plus de 500. Juste pour se mettre un peu en contexte de qu'est-ce que ça fait dans notre territoire, seulement ces 60 stationnements de plus de 500 places quand même représentent 2,7 km² de territoire qui est complètement asphalté et qui est occupé moins de la moitié du temps. Ça l'équivaut à vraiment le territoire d'une de nos villes, la ville de Huntington par exemple, qui compte plus de 2500 habitants. Donc, on voit l'impact du stationnement traditionnel sur notre territoire. Puis, c'est pour ça qu'on trouvait important vraiment de se joindre à cette démarche-là. Cette démarche-là va nous permettre de repenser le stationnement pour le rendre plus sécuritaire, inclusif, vivant, vert, pour que l'humain puisse l'occuper plus ponctuellement et qui se l'approprie. Puis en Montérégie, on a la chance que même avant que la démarche s'implante, on avait des leaders dans le domaine qui ont entamé plusieurs efforts pour réduire l'impact de leur stationnement. Puis, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour les mettre en valeur. Donc, il me fait plaisir de présenter un de ces leaders que vous allez découvrir en images et vidéos. Donc, c'est un projet qui a l'attestation niveau mérite pour un projet qui a été réalisé en 2017. Vidéo.
Donc, pour vous parler un peu plus de ce projet, j'inviterai maintenant Mme Ombline Guémard, chargée de projet en architecture du paysage à la ville de Brossard, à prendre la parole. Bonjour à tous, merci pour cette belle introduction et puis pour cette reconnaissance. Donc, le stationnement du parc Lautrec, en fait, dessert donc un parc à chiens. Comme on dit, ça a été construit en 2017 et faisait suite donc, au réaménagement en plusieurs phases du parc. Et en fait, quand le projet de réaménagement du stationnement a été identifié, l'opportunité a été saisie d'en faire donc un stationnement éco-responsable qui permettrait d'intégrer des aménagements de biorétention et aussi donc, par la même occasion donc, de favoriser l'infiltration des eaux pluviales et d'en faire un projet pilote qui pourrait servir de référence donc, pour les projets futurs qui pourraient s'en venir au niveau municipal. C'était, comme l'a bien présenté la petite vidéo, c'est un stationnement de 28 places avec nous paysagères au centre et en bordure du stationnement. Il y a un cheminement piéton identifié et ludique avec du marquage au sol. Il y avait un panneau aussi de sensibilisation qui permettait d'expliquer donc le fonctionnement des nus paysagères. Et l'éclairage est donc à 100% solaire. Et puis aussi dans les zones donc, qui n'étaient pas en nus paysagères, il y a eu quand même plantation d'arbres, que ce soit feuillus ou conifères. C'était une première pour la ville de Brossard pour un projet donc, qui a été réalisé qui était sur donc, un terrain municipal. C'est un projet qui a été bien reçu et qui, même après 4 ans de fonctionnement, vit bien et est toujours à la hauteur. Je suis allée à la pêche aux informations aussi au niveau de mes collègues aux travaux publics, et que ce soit au niveau du déneigement, de la gestion de l'éclairage ou même de l'entretien des végétaux. C'est un projet qui vit bien et qui fonctionne sans enjeu particulier. Ça va être ça pour ma présentation. Je pense que j'ai fait le tour. Je pourrai compléter les informations lors du panel. Merci. Oui, mais merci, Ombline Guémard, d'être présente aujourd'hui pour représenter la ville de Brossard. Ville aussi là, qui, j'aimerais le dire, là, amène aussi plusieurs autres actions novatrices là, en termes de mobilité durable. Donc, c'est toujours intéressant de voir vos projets. Puis, c'est super intéressant aussi de voir comment ça a été aussi un travail d'équipe avec les travaux publics. Donc, merci beaucoup. Puis, je reprends la parole. Donc, je suis vraiment très, très fière de pouvoir reprendre la parole pour vous présenter un autre leader dans l'aménagement, stationnement éco-responsable. C'est aussi une ville qui a mis particulièrement des actions novatrices pour se mériter un niveau excellence de l'attestation. Pour ceux et celles qui suivent la démarche depuis le début en Montérégie, vous allez peut-être reconnaître de qui il s'agit dans la courte vidéo en images qui suit. Donc, je ne sais pas si moi, la vidéo, elle a eu un petit problème technique. Je n'ai pas pu tout voir. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais sachez que les vidéos
et la présentation d'aujourd'hui va pouvoir être mise sur le site. Donc, j'inviterai maintenant… Peut-être, si tu veux, Oui. je peux remettre le vidéo, là, c'est assez court. Donc, Ben, ça l'a-tu fait pour tout le monde? Vous aussi? je pense, parce que nous aussi, de notre côté, il y a eu un petit bug. Fait que je vais la remettre, comme OK. ça. Ouais, moi aussi, j'ai vu comme juste une photo, mais ça mériterait d'être vu au complet parce que c'est vraiment un beau stationnement. Exactement. Parfait. Bon, tout le monde, en fait, vous ne savez pas, mais c'est une technique de communication. On veut que vous ayez la chanson dans la tête toute la journée, puis que vous vous souvenez du plan directeur des déplacements qui a été réalisé. Mais sans tarder, j'invite maintenant un habitué de notre démarche, M. Claude Poirier, qui était aussi présent au webinaire de septembre, directeur de la direction du génie de la ville de Boucherville, à prendre la parole. Merci beaucoup, Judith. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, parfait. Super. Écoute, premièrement, on est très fiers et très reconnaissants de recevoir cette attestation. Faut l'avouer que c'était un projet d'envergure, beaucoup de défis. Et principalement, le but, c'était d'agrandir le stationnement existant au terminus Montarville de 300 cases parce qu'il est pleine capacité là, avant même 8 heures le matin, là, en période, je disais, avant pandémie. Mais le but était de l'agrandir, mais faute de place, et étant donné que c'est un stationnement qui est dans une bretelle d'autoroute, on a pris des démarches avec le ministère des Transports pour aménager l'autre bretelle d'autoroute de l'autre côté, qui est un défi déjà assez important là, d'obtenir l'autorisation pour ce genre de projet. Et notre but, c'était de limiter les impacts parce qu'on était sur un terrain en friche et on ne voulait pas trop minéraliser là, le terrain. Donc, pour faire ce projet-là, mais je veux juste remercier d'abord le conseil municipal et puis le maire de la ville, M. Martel, pour leur volonté et leur courage de faire un projet aussi envergure, parce que c'est très dispendieux. Je remercie principalement mon collègue chef de service, Alexandre Caillé, qui était le porteur de ballon, donc responsable du projet. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le RTL, le réseau de transport de Longueuil, qui est devenu notre partenaire principal et qui nous a aidé beaucoup dans la recherche de financement parce que vu que c'est très dispendieux, on a réussi à obtenir du financement là, pour ce genre de projet. L'équipe technique, bien sûr, rapidement, la firme de conseil Génie Pur qui était responsable de la conception, les places de devis, la surveillance des travaux. Aussi, les firmes Rousseau-Lefebvre et Tramvet pour le volet aménagement, biorétention et foresterie urbaine. Grosso modo, c'est un projet, comme c'est indiqué, 231 places, au-delà de 14 500 mètres carrés d'aménagement. Tout ce qui était végétaux, c'est plus de 1100 nouveaux arbustes, 114 arbres à grand déploiement qui ont été
plantés. Et vous avez déjà vu sur la vidéo, les arbres ont déjà pris beaucoup, ont grandi très rapidement là, avec les aménagements qu'on a mis. Ça fait même pas 2 ans qu'ils sont là et ils ont pris le taux de croissance est très, très, très rapide. Il y a aussi plus de 3200 vivaces qui ont été mis, 7000 mètres carrés de pavés drainants, plus de 5000 mètres carrés d'ensemencement et d'engazonnement. Donc, très, très, très gros défi, très beau projet. Je veux remercier aussi l'INRS qui ont fait 3 ans de suivi là, pour mesurer les quantités et la qualité des rejets. Donc, on devrait recevoir le rapport l'année prochaine. On a hâte de voir les impacts de tous ces aménagements. Et bien sûr, le gouvernement du Canada et du Québec, via le Fonds pour l'infrastructure en transport en commun, qui nous ont fait une aide financière de 3,24 millions, ainsi que la Fédération canadienne des municipalités, via leur fonds vert, pour une contribution de 750 000. Et au total, c'est un projet qui a coûté 5 075 000 $. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je suis ici pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, Judith, je te redonne la parole. Merci. Oui, mais en fait, vous ne voyez pas, mais moi, j'applaudis tout le temps derrière mon écran, là. C'est vraiment un projet qu'on est très fiers d'avoir aussi, là, pour tout le courage, là, comme vous dites, d'avoir pris la chance d'essayer, puis d'aller vraiment dans toutes ces infrastructures-là et d'en faire presque un projet, d'en faire un projet exemplaire, mais quasiment un projet pilote qui est suivi aussi par l'INRS. Là, je trouve que c'est vraiment une démarche très intéressante. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps. On va aller maintenant à la deuxième partie de cette rencontre avec ma collègue Sarah Verrette du CRE Capitale Nationale. Oui, merci Judith. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Sarah Verrette. Je suis chargée de projet en infrastructure verte pour le CRE de la Capitale Nationale. Donc, notre territoire d'action, en fait, il est assez large, là. On s'étend de Portneuf jusqu'à Charlevoix. Donc, moi, je coordonne entre autres l'initiative Ville-Éponge que nous avons lancée l'année dernière. Donc, c'est une démarche qui est étroitement liée à la démarche des stationnements éco-responsables, puisque la mission, en fait, de Ville-Éponge, c'est de favoriser l'essor des infrastructures vertes pour la gestion des eaux pluviales en milieu bâti. Donc, on souhaite vraiment venir favoriser l'utilisation d'aménagements qui permettent de ramener la nature en ville, donc de mettre en valeur davantage le vivant. Donc, c'est une initiative qui s'inscrit très bien dans la démarche stationnement éco-responsable, puisque la gestion des eaux, le verdissement, c'est des enjeux qui sont très présents dans l'aménagement des stationnements. Donc, on est très enthousiaste, en fait, de pouvoir propulser l'attestation stationnement éco-responsable au sein de notre région, puisque on le sait que la Capitale Nationale, c'est un territoire qui est assez vaste. On a beaucoup d'étalements urbains, beaucoup de voitures, de stationnement, donc c'est des enjeux qui sont très présents dans notre paysage urbain. Donc, de pouvoir propulser l'attestation de stationnement éco-responsable, c'est très important aussi pour venir repenser, changer un peu plus nos pratiques en termes d'aménagement. Donc, ça permet aussi d'amener justement des beaux projets innovants comme on a pu le voir aujourd'hui. Donc, encore une fois, félicitations à nos panélistes. C'est vraiment formidable de pouvoir mettre de l'avant justement, de mettre en lumière vos belles initiatives. Donc, sans plus tarder, on serait rendu en fait au panel de discussion avec nos 3 représentants des projets à tester. Donc, j'inviterai tout le monde, sauf nos panélistes, évidemment, à éteindre leur caméra de façon à ce qu'on voit seulement les représentants à l'écran. Donc, merci. Donc, comment on va procéder? En fait, on a 2 questions à poser à nos 3 représentants. Donc, c'est pour en savoir davantage justement sur votre démarche, sur les défis que vous avez rencontrés tout au long de la mise en place de vos projets. Donc, je vais commencer avec la première question. On aimerait savoir en fait quelles raisons ont poussé à la réalisation de votre projet et quelle expérience vous en tirez sur vos pratiques actuelles et futures. Donc, je vais donner la parole en fait pour commencer à Mme Guémard, représentante de la ville de Brossard. Oui, donc en fait, le projet à la ville de Brossard, jusqu'à maintenant, on a eu peu de projets ou d'opportunités de projets de réaménagement de stationnement, de stationnement ou de terrain qui appartenaient à la ville. Donc là, vraiment, quand le projet a démarré en 2015-2016, finalement pour le chantier en 2017, c'était vraiment une opportunité à saisir pour permettre d'avoir un stationnement un peu plus
un peu plus éco-responsable de ce qui se fait habituellement. Et c'était d'avoir donc un projet pilote et en conformité donc avec les politiques et plans d'action de la ville. Il faut savoir qu'avoir un projet pilote, c'était un des objectifs qui était identifié au plan d'action en environnement. Donc, c'était vraiment la belle occasion pour essayer. Et à l'heure actuelle, le projet, finalement, 4 ans après, on peut en tirer déjà des conclusions, des expériences et voir que ça fonctionne et puis que ça ne propose pas d'enjeux particuliers. Donc, il peut être mis de l'avant comme bonne pratique et aussi comme expérience finalement pour être intégrée dans les nouveaux plans et les nouvelles politiques qui sont en cours d'élaboration ou de révision. Donc, entre autres, il y a le plan d'adaptation au changement climatique, le plan de foresterie urbaine, mais aussi le plan d'action en environnement. Donc, c'est des plans qui sont en cours comme je disais, de révision et d'élaboration. Et donc, ce projet-là nous sert d'expérience. Il servira aussi donc, pour la planification de possibles prochains stationnements. Il y en aurait 2 gros, quand même, un peu plus de grande ampleur finalement, qui seraient planifiés dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment un bel exemple qui servira d'inspiration pour ces prochains projets. Super, merci. C'est fun de voir que vous avez dans l'idée de justement en faire davantage. Donc, c'est super, merci. Je passerai la parole maintenant à Mme Gazal de la ville de Victoria. Oui, ben, au niveau du stationnement Pierre-Laporte, c'était un stationnement qui était désuet, là, qu'il fallait vraiment, qui était en fin de vie. Donc, c'est pour ça que le projet a démarré. Puis, c'est ça, avec l'arrimage en même temps, là, Nature Québec qui était venu nous présenter leurs compétences. Ça, on a dit, on avait l'opportunité de penser autrement. Donc, puis au niveau de la volonté politique, on l'avait aussi. Donc, on avait tout le volet gestion des eaux pluviales qui vraiment était de plus en plus présent au niveau du service du génie aussi. Donc, c'est vraiment là, tout a bien arrimé pour ce démarrage-là. Le budget a été adopté, puis on a eu la subvention aussi du MAMH, le PDGEP. Là, on a eu 500 000 aussi de subventions. Donc, ça aussi, c'était comme un levier pour dire, on va de l'avant, puis on fait quelque chose de différent. Donc, c'est comme ça là, que tout a démarré là, au niveau du stationnement Pierre-Laporte. Puis là, on avait un design vraiment, le design a vraiment changé. Là. Les allées de stationnement étaient dans un sens. Là, on les a vraiment mis dans l'autre sens pour justement essayer de capter le plus possible nos eaux. Les eaux pluviales. Donc, tout le concept a vraiment changé. Donc, c'était super intéressant d'avoir vraiment toutes les idées là, de tous les services, mais aussi externes au niveau de Nature Québec là, qui avait une belle expérience là-dedans. En effet, merci. C'est un projet qui est super inspirant, là, donc vraiment félicitations. Je passerai la parole maintenant à M. Poirier de la ville de Boucherville. Merci beaucoup. Nous autres, contrairement, je dirais, aux 2 autres projets, c'est un stationnement qui n'existait pas. Donc, le défi, et contrairement à ce que les gens peuvent penser, on construit un nouveau stationnement, 200 quelques places, donc on va encourager l'auto-solo, mais le but, justement, c'était d'agrandir l'autre stationnement pour justement aider le transfert de la part modale d'auto-solo à transport en commun. Donc, on a passé de 307 cases à 538 cases au total avec les 2. Et je dirais le grand défi dans ce projet-là, c'est que, comme bien des gens, vous le savez, dans la région de Montréal, tout ce qui est stationnement incitatif, transport en commun, relève anciennement de l'AMT, qui est maintenant la RTM. Et on avait commencé certaines démarches avec le ministère des Transports, puis avec ces organismes-là. Et les délais, c'est important. Il y a beaucoup d'études exigées, et ainsi de suite. Donc, notre conseil, on dit, regarde, on le prend en charge, on bypass tout le monde et on va à grande vitesse. Donc, on a parti nos propres démarches pour les permissions de voirie, les autorisations. Ça a pris 6 mois avec le ministère des Transports pour avoir l'autorisation de s'installer sur ce terrain-là parce que je crois que c'est les 2 seuls stationnements incitatifs dans la province qui sont à l'intérieur même des bretelles d'autoroute, qui sont des emplacements souvent des terrains en friche non utilisés et on a fait quoi de pratique avec ces terrains-là. Et juste pour donner une idée,
ces 2 stationnements-là, les autobus en pointe du matin ont des fréquences d'environ 4-5 minutes et en moins de 10 minutes, on est au terminus du métro Longueuil. Donc, c'est des liens directement au métro Longueuil. Donc, je dirais le grand défi, c'était ça. Puis, je ne vous le cacherai pas, au début, le stationnement s'appelait stationnement miroir. Donc, c'était un peu une reproduction de l'autre côté. Avec les budgets qu'on avait, on ne s'enlignait pas pour en faire un stationnement éco-responsable. Mais une fois qu'on avait eu l'autorisation du ministère des Transports de s'installer là, c'est là que le Conseil a décidé de dire on ne peut pas reproduire la même chose avec tout ce qui s'en vient, les changements climatiques, ainsi de suite. Déjà là, le premier, c'est un îlot de chaleur, là. Écoute, c'est horrible. Donc, ils nous ont dit, regarde, on vous donne carte blanche, puis faites la totale, et c'est ce qu'on a fait. Puis, entre-temps, mais je dis, le RTL est devenu notre partenaire et c'est avec eux qu'on est allé chercher les subventions supplémentaires. Donc, on est très fiers du projet. Et juste un exemple, l'autre stationnement, les arbres qui sont dessus, ils ont pris le même volume en 15 ans que nous en 2 ans, pour vous donner une idée comment que les aménagements fonctionnent. Merci, c'est assez impressionnant, mais vous avez un peu répondu à la deuxième question. En fait, c'était de savoir c'est quoi vos principaux défis du projet et quelle est la nature aussi des défis. Est-ce que c'était plus des défis techniques, financiers ou autres? Donc, je vais donner la parole à Mme Guémard. Oui, merci. Pour être honnête, j'ai pas connaissance d'enjeux particuliers. Je n'étais pas impliquée dans le projet à l'époque. Donc, et quand j'ai posé la question à mes collègues, on n'avait pas de connaissance de défis particuliers. Mais comme je disais tout à l'heure en présentation, en introduction, je suis allée à la pêche aux informations aussi auprès de mes collègues aux travaux publics pour savoir si par la suite, sinon, il y avait eu des enjeux. Et c'est un projet qui vit très bien. Et qui a pas, mais dans les conclusions ou dans les éléments qu'on peut améliorer finalement ou qui pourraient être intéressants de regarder, c'est plus au niveau finalement de la densité de plantation. Parce que là, ça fait 4 ans, donc théoriquement, les plantes auraient dû prendre effectivement toute la place. Et c'est ça, la gestion, le remplacement des plantes est peut-être moins évidente finalement dans les nus paysagères. Donc, ça serait d'aller plus vers une densification finalement un peu plus forte dans les nus, ce qui permettrait de toute façon que les plantes prennent leur place et puis s'autorégulent en quelque sorte. Mais sinon, pour l'éclairage par exemple solaire, il n'y a pas d'intervention supplémentaire ou quoi que ce soit, l'entretien se fait très bien. Et ainsi, puis, ce qu'on pense aussi, c'est que d'un point de vue acceptation sociale et tout ça, du fait que c'est un projet quand même innovateur et qui ne se retrouve pas, qui était une première donc, pour la ville au niveau de Brossard, c'est aussi très bien reçu de la part des citoyens. Et c'est sûr que ça s'intègre très bien là, le long avec le parc aussi, puis le boulevard de Rome à côté. Là. Donc ouais. Mais c'est sûr que c'est aussi un projet un peu avec une superficie moins grande que les 2 autres projets. Donc, j'imagine que mes collègues avaient sûrement, les autres ont sûrement plus d'enjeux à la plus grande échelle, si je peux dire. Super, merci. Madame Gazal. Nous, le grand défi, c'était de convaincre le politique, puis même les commerçants à la diminution de 20 cases. Donc, on a diminué de 20 cases de stationnement. Donc, ça, c'était un volet qui était comme peut-être plus difficile à faire passer. Donc, on a vraiment cherché des données. On a essayé de prouver que finalement, il n'était pas de temps utilisé à chaque période de la journée ou les fins de semaine. Donc, finalement, on a réussi à bien faire passer le tout. Le budget, nous, il a été respecté. Fait que ça, il n'y a pas eu de défi en lien avec ça. On n'a pas eu de surprise lors de la construction. Donc, pas de problématique majeure là, au niveau technique. On a eu quelques critiques. Par exemple, le pavé alvéolé pour les femmes en talons hauts, c'est moins évident. Donc, c'est sûr qu'on a eu là, tranquillement là, certaines... Surtout au début, là, la compaction n'était pas... c'est des alvéoles, donc le temps que la terre à l'intérieur puisse se taper un petit peu. Donc, on a remis un petit peu une autre couche de terre, mais c'est sûr que ça, c'est une critique, puis on pourra voir peut-être les prochains stationnements. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que tout ce qui est case pour
personnes à mobilité réduite ou autre, ben, on l'a laissé asphalter, là. Mais la majorité des cases sont en pavé alvéolé, donc c'est un petit défi. Au niveau du verdissement, ben, ça a bien été. On a conservé, nous aussi, là, les arbres qu'on pouvait conserver. Sinon, on a déplacé certains. On les a déplacés dans un secteur pas trop loin. Donc, on a réussi là, à préserver le plus d'arbres possible. Et puis, c'est ça, au niveau de la végétation, le suivi, mais on va le voir un peu plus peut-être l'année prochaine. L'été passé, c'était le premier été. On a eu quelques mortalités là, au niveau des vivaces surtout. Donc, il y a eu un remplacement, mais on va voir là, un peu plus. Au niveau des arbres, ils sont vraiment dans les trous, là, dans le fond des nous. J'ai hâte de voir comment ils vont se développer. Donc, ça va être un suivi plus à long terme. Au niveau, on a installé aussi des semis enfouis. Des îlots, là, un îlot de 3 voies. Là, donc, il y a 3 semis enfouis qui sont là pour autant les commerces que les résidences dans ce secteur-là. Donc, ça aussi, là, ça a été, je pense, un bon coup. Donc, on évite d'avoir des bacs ou des conteneurs un peu partout dans les commerces. Donc, c'est vraiment plus propre et facilitant aussi. Nos bornes de recharge aussi sont appréciées aussi. Là, donc, on n'a pas eu, étant donné la consultation faite en amont, on n'a pas eu tant de difficultés ou de défis en cours de route là, parce que tout le monde était informé, puis les gens savaient là, à quoi s'en tenir, puis on a réglé les problématiques au fur et à mesure, surtout lors de la construction, là, les défis de livraison. On a une épicerie, on a des restaurants, donc il fallait trouver des façons là, pour que les commerces puissent rester ouverts et que ce soit facilitant. Donc, ça a bien été de ce côté-là. Ah, félicitations. Monsieur Poirier. Bien, comme pardon, j'ai expliqué tantôt, nous, vraiment, les grands défis, c'était le volet financement. Je crois que ce serait important dans le futur d'offrir plus de programmes de subventions et d'aide financière pour ce type de projet parce qu'il n'y en a pas. On n'en a pas vu beaucoup. Vraiment, là où on doit investir dans les stationnements, nous, on a été chanceux avec le RTL parce que vu que c'était un stationnement incitatif, on a eu accès aux fonds pour le transport en commun du gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec et la Fédération canadienne des municipales. Donc, c'était des programmes d'aide financière qui venaient du gouvernement fédéral principalement. Donc, je crois que pour encourager ce type d'aménagement, il faudrait peut-être développer des programmes d'aide financière pour aider parce que c'est très dispendieux. Là. Pour construire 231 cases, ça nous a coûté plus de 5 millions. Donc, pour en faire un projet exemplaire, il a fallu beaucoup de fonds publics. Et aussi, nous, de notre côté, vraiment, les grands défis, c'était vraiment le terrain, obtenir les autorisations. Ça fut compliqué parce que, comme je disais, étant donné dans un accès d'une bretelle d'autoroute, les accès étaient plus difficiles. On a dû fonctionner par right-in, right-out seulement. Donc, une chance qu'on ait un giratoire de l'autre côté qui aidait les gens qui ne peuvent pas rentrer en virage à gauche, devaient juste faire le giratoire de l'autre côté et pourraient rentrer en virage à droite. Mais je dirais de notre côté, les grands défis, c'était le volet là, autorisation et le volet financier. En effet, le financement, c'est souvent ce qui est mis de l'avant comme problématique, mais c'est ça qu'il faut travailler pour pousser là-dedans. Mais si je peux me permettre, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Intact Assurance. Ils ont mis en place une nouvelle subvention pour les municipalités, justement, pour les aider à mettre en place des projets pour l'adaptation au changement climatique. Oui, on fait une demande présentement avec eux pour un autre stationnement. Super. Donc, j'invite toutes les municipalités, en fait, à aller voir cette demande-là. Là, ça pourrait financer ce genre de projet-là, entre autres. Là. Donc, merci, M. Poirier. Félicitations pour votre projet. C'est ce qui mettrait fin, en fait, au panel de discussion. Donc, merci encore aux 3 panélistes d'avoir partagé un peu plus de votre expérience, puis félicitations encore. Donc, on passerait à la période des questions. Je vais laisser la parole à ma collègue Élodie qui va poursuivre pour le reste. Merci Sarah. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Élodie Morandini, coordinatrice du Conseil régional de l'environnement de Laval. Très contente d'être avec vous aujourd'hui et de faire partie surtout du projet de stationnement éco-responsable avec les 4 autres creux. Pour vous dire un peu, à Laval, on répertorie plus de 300 stationnements, 200 cases
Et on a seulement 3 stationnements qui ont des pratiques éco-responsables. Donc, on a du bon potentiel et beaucoup d'asphalte encore. Donc, le projet stationnement éco-responsable, en plus, on a la chance qu'il fasse écho au plan d'adaptation des changements climatiques de la ville de Laval. Donc, on a quand même des points positifs de notre côté. Donc, voilà, on espère que ça va aller de l'avant. On accompagne déjà un stationnement cette année, le Manoir des Prairies. Qui sait, on sera peut-être aussi parmi les certifiés l'année prochaine. Et c'est que certains partenaires, comme notamment le Collège Montmorency, le CI3S de Laval, ont un vrai intérêt pour ces nouvelles pratiques. Donc, on travaille avec eux pour passer aux étapes suivantes. Donc, voilà. Donc, sans plus attendre, passons aux questions du public. Donc, pour ça, je vous invite à utiliser de préférence le bouton lever la main tout en bas. Et puis, on va ouvrir vos micros, on va vous donner la parole. Puis, comme ça, on va faire ça de manière plus conviviale. Donc, je vous invite donc à cliquer. Regardez. Tac, tac, tac. Je vois pas de questions pas de main levée pour l'instant. Ah si, je vois. Alors, je vais laisser la place à Péganouri. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir un peu plus de détails sur le choix de pavé. Pourquoi vous avez choisi pavé alvéolé? Et aussi, une question de la suite. Qu'est-ce qu'il y a des enjeux d'entretien? Est-ce que l'un de vous voudrait prendre la parole? Allez-y, monsieur Poirier. Nous, initialement, on avait eu une demande du conseil de mettre du pavé drainant pas mal partout, mais où est-ce que les cases de stationnement du pavé alvéolé? Et nous, on avait fortement recommandé de ne pas aller de l'avant avec ça pour le volet entretien. Je veux dire, il y a beaucoup, les autos sont stationnés dans les cases plus de 8-9 heures par jour. Donc, le volet, croissance du mélange d'ensemencement. Donc, on avait recommandé de ne pas le faire. Puis aussi, le volet, comme expliquaient mes autres collègues tantôt, je veux dire, marchant en haut sur du pavé alvéolé. Donc, on est arrivé, je dirais, on s'est entendu avec le conseil parce qu'eux, ils tenaient mordicus. Donc, on a fait juste le tiers. Donc, le premier tiers des cases, juste devant les nous, le long des nous de biorétention, c'est là qu'on a mis le pavé alvéolé. Donc, juste seulement les roues avant ou la roue arrière qui est sur le pavé alvéolé, justement pour limiter l'impact de marcher sur ce type de pavé. C'est pour ça que nous, on en a mis juste une petite section là, de le tiers des cases. Merci. C'est une bonne idée, le tiers des cases pour le prochain. Là. Ça pourrait être une idée. Mais c'est ça, nous, dans notre cas, c'est que les véhicules ne sont pas là à la journée longue. Là. Ils ne sont pas là 8 heures, c'est souvent pour des commissions. Donc, on va avoir plus de lumière là, qui va alimenter. Là. Mais c'est ça, on va le voir, nous autres, au fur et à mesure. Le choix, c'est au niveau du coût aussi, là, parce que je pense que les dalles pleines, c'est beaucoup plus cher. Donc, puis on voulait vraiment quelque chose qui puisse drainer, là, qui puisse capter l'eau. Donc, c'est ça, c'est une première expérience. On va le voir, là. C'est à mesure que là, ça va se densifier au niveau de la terre, on va espérer qu'elle a encore sa capacité de retenir l'eau, mais aussi d'avoir peut-être que ce soit un peu plus dur et plus facile là, pour marcher là, au niveau des pavés alvéolés. Mais c'est ça, on va voir dans les années futures là, comment ça va. Merci. Et je pense que la deuxième partie de la question portait plus sur l'entretien. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'est un enjeu? Moi, je peux faire part de notre expérience concernant l'entretien. Il n'y a pas d'enjeu particulier en ce qui nous concerne, comme on disait. Là, je sais qu'ils font une gestion, un suivi, si je peux dire ça comme ça, de la mauvaise herbe. Puis un remplacement, donc s'il y a des plantes qui sont mortes, comme je disais tout à l'heure,
si on voulait, c'est ça, si on voulait vraiment aller chercher des commentaires, c'était que c'était forcément en même temps moins évident que de changer une plante qui est sur une plate-bande classique en bord de rue. Mais il n'y a pas eu d'enjeu particulier qui concernait l'entretien et le suivi. Ça se gère très bien, puis ça ne demande pas des interventions supplémentaires par rapport à d'autres plates-bandes. Nous, peut-être pour ajouter, là, au niveau des pavés alvéolés, c'est au niveau du déneigement, mais c'est sûr qu'ils vont utiliser les travaux publics. Là, c'est pas du métal. Là, je pense que la gratte, là, c'est plus du caoutchouc, ou en tout cas, c'est un autre matériel qui va éviter de briser les dalles alvéolées. Là. Donc, ça, c'est au niveau de l'entretien, déneigement. Sinon, ben, c'est sûr, quand on voit que la végétation est moins là, ben, on réensemence là, pour bonifier là, les zones qui se sont moins développées. Donc, juste peut-être pour bonifier le volet entretien, nous, c'est 5 000 mètres carrés de pavés drainants et alvéolés. Mais l'allée principale reste en asphalte, principalement parce qu'on est en pente descendante. Donc, pour une question de déglaçage, de glace en conditions hivernales, un pavé très, très, très pâle, c'est une problématique aussi pour le déglaçage, et aussi le fait que, comme expliquait, le volet déneigement est un peu problématique parce que justement, c'est des équipements différents, c'est des pelles avec de caoutchouc et non métallique pour pas tout, on va dire, pour pas tout arracher les pavés drainants. Et aussi, nous, on a une petite zone au fond du stationnement où on a fait quand même une petite superficie en asphalte, c'est la zone d'entreposage de neige l'hiver qui est chargée la nuit. Donc, quand on charge la neige avec un loader, bien, il n'y a pas de loader avec des lames en caoutchouc. Donc, cette section-là, principalement, c'est pour le chargement de la neige. Donc, on l'a maintenu en asphalte justement pour le volet déneigement. OK, merci. Est-ce qu'il y aurait... Alors, je vois, oui, Maud Landreville. Je vous invite à prendre la parole. Oui, je me demandais si les certifications ont permis de changer les façons de faire dans les prochains stationnements, dans les différents cas. Est-ce que ça a influencé les critères ou vous avez développé de nouvelles technologies, comme on entend là, pour l'entretien, etc. Puis est-ce que ça va être appliqué pour les prochains stationnements? Merci. Du côté de Victoriaville, ben oui, c'est sûr que c'est moi qui l'ai complété là, avec un collègue au service du génie. Puis ben, ça va donner probablement des idées. Là on avait fait stationnement en 2020. Là, on a connu là, cette certification-là. Donc, c'est sûr qu'on va s'inspirer des éléments là, du formulaire. Donc, pour les prochains, je pense que ça va être en même temps utile puis intéressant là, pour aller plus loin. Pour nous, de notre côté, lors de la période de conception, on s'est inspiré 100% du formulaire là, des stationnements éco-responsables du CRA Montréal. Là. On est parti de ça pour concevoir le stationnement. Très bien. Puis, ben, de notre bord, comme je disais tout à l'heure, c'est effectivement, nous, ça sert comme, c'est un projet pilote. Donc, si l'opportunité se représente de refaire des stationnements ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça fera partie d'un exemple ou d'une démonstration que ça fonctionne et puis que ça pourrait être appliqué sur un stationnement potentiellement plus grand. Donc, c'est clair qu'il est identifié et puis qu'il garde en tête, et on le garde en tête s'il y a un nouveau projet de stationnement sur un terrain municipal. C'est encourageant. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Souhaiterait prendre la parole? Je pense qu'il y avait plusieurs questions dans le chat aussi. Oui, je vais regarder. Alors, je vais en prendre une aussi de Maud, qui était, elle voulait savoir si les stationnements étaient tous gratuits et si les commerces avaient contribué ou pas à mettre en place cette démarche. Du côté de Victoriaville, il est gratuit temporairement à cause de la COVID. Là, donc, on a fermé les îlots, mais c'est payant. Et puis, comme je disais, de notre côté, là, les commerçants, dès le début de la démarche, ont été consultés autant pendant
et à la fin, là, même lors des travaux pour trouver des solutions. Donc, les commerçants étaient là dès le départ. Pour nous, le stationnement il est gratuit dans le but d'encourager le transfert modal aussi d'auto-solo à transport en commun. Je peux préciser pour moi, mais c'est le stationnement nous dessert seulement, si je peux dire, le parc Lautrec, le parc à chiens. Donc, il est gratuit, mais il n'y avait pas de commerce en pourtour. C'était entouré du parc et puis du boulevard. Ok, intéressant. Et il y a une autre question, à nouveau de Maud qui cherche à savoir si finalement, est-ce que ces stationnements ont une vocation un peu évolutive, c'est-à-dire qu'avec une diminution de l'usage en stationnement, est-ce qu'on va favoriser plus d'espace pour peut-être d'autres usages à mesure que finalement les gens vont effectuer un transfert modal plus durable? Est-ce que c'est des choses qui seront considérées ou pas? Bonne question. C'est peut-être pas encore pris en compte. C'est peut-être une étape suivante, j'imagine. Et je regarde en même temps dans le chat. J'ai une question dédiée à M. Poirier. On voulait savoir qui était le fabricant de l'abri à vélo. Oui, écoute, j'ai pas de mémoire, là, je me souviens plus du fabricant, là, mais oui, on l'a. Donc, j'ai invité les gens, ceux qui avaient des questions plus techniques, de m'écrire directement par courriel. Que c'est un projet qui a été fait il y a 3 ans, donc le nom exact, là, parce que l'abri à vélo est intéressant, puis je pense qu'on peut mettre quasiment une vingtaine de vélos en dessous. Parfait. Ah, il y a une main levée que je ne vois pas, tout simplement. Non, je ne la vois pas. J'ai mon consultant qui a répondu que le fabricant d'abris à vélo était les industries Fabco. J'ai une question par contre dans le chat de Alexandre Becker qui demande, Madame Guémard, la densité initiale des végétaux n'était pas suffisante pour bien remplir les nous. Si c'était à recommencer, quelle serait votre recommandation? La recommandation, en tout cas, ce serait de les planter plus serrés finalement, d'augmenter la densité, puis au lieu de les planter plus traditionnellement ou avec une densité plus classique, disons à peu près quasiment à maturité, c'était quand même c'était trop espacé finalement, ou en tout cas en augmentant la densité de plantation, donc en plantant plus, ça aurait à notre avis plus couvert finalement, mais c'est la solution à laquelle on pense que ce serait le plus facile. Qui aurait été plus facile à mettre en place pour les prochaines fois. En tout cas, ça sera à se poser la question au prochain plan de plantation, effectivement, d'augmenter la densité des plantes. Très bien. Je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? On est en train d'échanger, oui, les courriels des différents panélistes. Je vois une question là maintenant dans le chat de Sergio, désolé, de Rolando. Avez-vous des technologies de surveillance installées dans les espaces de stationnement? Avez-vous considéré installer des panneaux solaires à ce sujet, j'imagine? Nous, rapidement, lors de la construction, faute de budget, le système de surveillance n'a pas été installé, mais on a tout construit, les conduits là, souterrains, là, entre chaque lampadaire. Là, on a doublé les conduits pour les installations de caméras. Et maintenant, c'est le RTL qui gère le stationnement avec l'entretien. Et je crois qu'eux, c'est dans leur plan d'installer des caméras de surveillance dans le stationnement. D'accord. Nous, de notre côté, il faudrait que je vérifie. Là, je pense que non, là, on n'a pas de système nécessairement là, de caméra pour le moment. C'est sûr qu'il n'y en a pas pour le moment, mais je ne sais pas s'ils ont prévu le filage ou autre pour le faire. Il faudrait que je vérifie. Puis de notre part, nous, on n'a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de système de surveillance, mais effectivement, nous, tous nos luminaires, il y a 5 luminaires qui ont été installés et ils sont tous à énergie solaire. C'est une bonne chose alors.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, soit dans le chat du coup, ou soit en levant la main? Oui, en fait. Alors, je vais donner la parole à Éric Léonard. Salut. Moi, la question était pour Claude. Je l'ai écrit dans le chat. Je voulais savoir, dans ta bretelle, est-ce que tu es allé en servitude ou tu as fait de l'acquisition? Comment ça s'est fait, ça, pour avoir ce deal-là avec les trois parties, RTL, la ville, la MTQ? Écoute, Éric, j'avais répondu vite fait, mais comme je dis, ça a pris 6 mois de négo avec la MTQ et ça s'est fait juste par simple permission de voirie. Pour eux, une fois que c'est signé et adopté, on n'a pas besoin d'aller de l'avant avec des servitudes ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de notarié, c'est juste une simple permission de voirie. Le terrain est toujours au ministère des Transports, mais nous, on doit assurer l'entretien et faire aucun impact là, sur leur réseau à eux. Là. Parfait, merci. Parfait. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Alexandre Becker, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ma question est à savoir pour les pavés perméables ou les pavés alvéolés, dans le fond, je voulais savoir si les techniques d'entretien hivernal, s'il y avait application de celles de déglaçage. Nous, on va les éviter, la Victoriaville, on évite. C'est sûr que notre section centrale, pour les allées, là, sont asphaltées. Fait que là, il est peut-être possible qu'il y en ait, mais on essaie le plus possible là, de mettre surtout du sable un petit peu et moins de sel possible, mais c'est vraiment les travaux publics là, qui gèrent le tout, mais c'est sûr que pour préserver notre végétation, on essaie le plus possible de réduire cet intrant-là dans le stationnement. C'est la même chose pour nous, c'est la RTL qui gère l'entretien hivernal, mais je crois que les sels déglaçants sont seulement utilisés dans la rampe principale où on est en asphalte, parce que l'hiver, il y a beau petit tapis blanc là, à la grandeur du stationnement. Donc, écoute, si possible, peut-être juste m'envoyer la question par courriel, je pourrais valider avec les gens au RTL, là, mais étant donné qu'il n'y a pas de nous de raccorder, je dirais, sur les allées où il y a le pavage. Donc, les nous sont seulement où il y a le stationnement alvéolé et drainant. Donc, le but, c'était justement pas d'envoyer de sel déglaçant là, dans les nous pour les végétaux. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je n'en vois pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais redonner la parole à Romain pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Élodie. Donc, ça met fin à notre événement de reconnaissance. Je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir été présents ce matin. J'espère que vous avez été emballés autant que moi par ces super beaux projets de stationnement et pour la première fois en dehors de l'île de Montréal. Donc, on est vraiment super fiers de ça. Un grand merci à nos attestés, la ville de Victoriaville, la ville de Brossard et la ville de Boucherville. Un grand merci également à nos collègues des CRE de Laval, de la Montérégie, du centre du Québec et de la capitale nationale d'avoir organisé tout ça avec nous. Et également, merci encore à notre comité d'experts qui a étudié les candidatures et les attestations qu'on a remises aujourd'hui. Je vous invite à visiter notre site web stationnementécoresponsable.com. Donc, comme je vous le disais, vous allez retrouver toutes les informations, tous les outils, également le formulaire d'engagement, les critères et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a le contact de chacun de nos CRE sur le site web dans la section contact. Et également, je vous invite aussi à rester à l'affût des activités qui s'en viennent en 2022, donc des webinaires thématiques, visites de stationnement. Et je vous encourage à
réaliser dans les prochaines années, et si possible même l'année prochaine peut-être, des projets de stationnement éco-responsable pour recevoir l'attestation l'année prochaine. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une magnifique journée.